Regardez les images des Rafales qui volent dans le ciel de la Pologne. La possibilité que beaucoup s'en inquiètent ou s'en réjouissent qu'il y ait une forme de plus grand affrontement avec les Russes s'ils pénètrent dans l'espace de la Pologne. On va découvrir maintenant un document tout à fait exceptionnel. C'est Charline Hurel, notre envoyé spécial, qui a pu filmer. Bonsoir Charline Hurel, dites-nous un mot de ce qu'on va voir maintenant. C'est un document très rare. Vous avez été au plus près des pilotes des Rafales qui sont là à affronter potentiellement les drones de la Russie. Les Rafales volent par deux. Mise en place, puis décollage, moins de 10 secondes. Les aviateurs ont une zone définie. 11 avions de combat des pays membres de l'OTAN patrouillent aussi. En cas d'intrusion de drones russes, il faudra les abattre. Et ça a bien failli il y a 4 jours. Les Rafales étaient en alerte. Un drone russe s'approchait de la frontière polonaise. On y entend la conversation de l'équipage. Nous avons des armes à bord. Le Rafale réajuste la zone de recherche du drone. Elle est donnée plutôt un peu plus à droite. S'il avait dû l'abattre, le Rafale aurait utilisé des missiles, pas le canon, trop dangereux pour les civils. Si vous avez le drone ici et l'avion de chasse derrière qui vient se positionner juste derrière pour tirer, quand le drone est bien plus petit que l'avion de chasse, donc quand le canon va tirer, il y a certains obus qui vont toucher le drone ou exploser autour du drone, mais potentiellement il y a d'autres obus qui peuvent tomber autour. Rafale contre drone, le face-à-face à un coût, 10 000 € pour le drone russe, 620 000 € pour le Rafale. La France restera engagée dans le ciel polonais jusqu'à ce que la menace soit levée par l'OTAN. Et avec nous, Galia Ackerman, merci beaucoup. Gallagher Fenwick, Jean-Dominique Merchet et toujours Guillaume Roquette. Et on est toujours avec vous, évidemment, Charline Hurel. Un premier mot sur ce reportage qui est très impressionnant, Gallagher Fenwick. On mesure à quel point il y a un affrontement de très haut niveau qui est en train de se produire. Ce n'est pas simplement une petite patrouille qui est en train de tourner dans le ciel de la Pologne. Non, absolument, avec une inadéquation quand même économique que Charline souligne à juste titre, avec ce ratio 10 000 € du côté du drone, 600 000 du côté du missile Mika emporté par ces Rafales. Après, sur j'allais dire l'aspect le plus positif, cette présence n'est pas que symbolique, hein, on en parlera, mais ces missiles font partie des forces aériennes stratégiques et donc elles font partie de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française, ça n'aura échappé à personne. Dernière chose qui m'a marqué, et j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais c'est toujours bien de le dire. Vous savez, ces extraits, ils sont postés sur les réseaux sociaux et j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait beaucoup de Polonais qui, en français, en polonais, en anglais, venaient remercier très chaleureusement la France. Et donc pour eux, c'est pas juste un symbole, 3 Rafales, c'est de la solidarité. Ça s'inscrit dans la droite ligne du traité de Nancy qui a été signé en mai dernier par le président français avec Donald Tusk. Charline Hurel, est-ce que les pilotes sont conscients qu'ils risquent d'entrer dans un processus guerrier très direct, c'est-à-dire ils risquent d'affronter vraiment des drones et peut-être des avions russes? Oui, évidemment, et comme ils nous l'expliquent, quand on leur demande l'état d'esprit lorsqu'ils partent sur ce type de mission, eux sont entraînés, hein, c'est le cœur de leur métier finalement, de faire face à ce genre de situation, d'être purement dans l'opérationnel, donc ils en sont conscients, mais lorsqu'ils sont dans ce type de mission, ils ne pensent qu'aux résultats, et c'est-à-dire évidemment protéger. C'est vrai qu'on soulève ce chiffre économique qu'il faut donner, mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est que lorsque les Rafales décollent pour éventuellement intercepter des drones russes à 10 000 €, c'est aussi pour protéger les populations civiles. Ça, les militaires tiennent à ce que l'on dise. Et puis donc, vous voyez aussi qu'on est toujours sur cette guerre technologique qui avance de jour en jour, avec maintenant cette guerre de drones aussi à moindre coût. Charline Hurel, l'état d'esprit de ces pilotes, quel est-il? Ils peuvent recevoir l'ordre de tirer sur un drone, à ce moment-là ce serait seulement matériel, mais aussi éventuellement sur un avion, et à ce moment-là ce serait évidemment un tout autre degré, disons, d'engrenage. Bien sûr, alors il y a toute une chaîne de commandement. On est lorsque la France est en Pologne, ici, elle est sous commandement OTAN. Ce qui nous explique très bien, c'est qu'eux sont en vol, ils doivent identifier l'objet volant. Un drone, ça peut être aussi évidemment un avion russe. Là, en l'occurrence, c'était des drones la semaine dernière. Donc, ils doivent d'abord identifier l'objet. Ensuite, il y a un rapport avec la radio, avec le commandement, et puis l'ordre est donné ou non de tirer sur le drone. Alors, en ce qui concerne des avions russes, vous savez, la France est aussi déployée dans les pays baltes pour protéger le
ciel des pays de l'OTAN, côté balte. Et il faut savoir que par an, depuis le début de l'invasion en Ukraine, en 2022, il y a environ 300-400 décollages des avions des pays membres de l'OTAN pour aller intercepter des avions russes. Donc en fait, tout cela se passe maintenant depuis plus de 3 ans. Évidemment, tout ce que tout le monde redoute, c'est d'arriver à ce stade ultime, d'aller tirer sur des avions. C'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, c'est ce que redisent les militaires français avec l'OTAN. C'est évidemment pas le cas, mais si jamais la menace est avérée, alors dans ces cas-là, eh bien, le choix de faire le feu sera celui du commandement de l'OTAN. Merci Charline. On peut évidemment voir ce reportage dans toute sa longueur sur TF1 Info. Jean-Dominique Merchet, c'est très impressionnant ce document parce qu'on comprend d'abord, on se disait, quand le président de la République a annoncé 3 Rafales, on se dit c'est 3 avions, bon ben voilà, c'est un peu plus de patrouille. C'est beaucoup plus que ça. On va voir dans un instant qu'il peut porter l'arme nucléaire. On voit dans le reportage qu'ils sont prêts à un affrontement à chaque seconde. C'est un degré d'engagement supérieur de la France. Oui, c'est un geste politique extrêmement fort. Ça, clairement, avoir dépêché dans l'urgence des Rafales... Enfin, bon, ils y étaient déjà, en réalité. Ils étaient là pour des exercices depuis une semaine. La décision du président de la République a été de les maintenir. Et jusqu'à... On ne sait pas quand, en fait. Voilà. Charline le rappelait, il y en a aussi régulièrement en Lituanie, donc exactement à côté de la Pologne, qui font de la police du ciel depuis des années et des années. Alors, le fait qu'ils dépendent d'un escadron des forces aériennes stratégiques, c'est peut-être un signal, mais il ne faut pas non plus qu'on affole nos téléspectateurs. Là, vous avez tous les freins à main tirés. Regardez, là on a Jean-Dominique Merchet, il a frein à main, la pédale, le double airbag. Là. Pourquoi tant de prudence? En réalité, est-ce qu'on est à un moment... Les avions de l'armée de l'air sont des avions, et notamment le Rafale, sont des avions qu'on dit entre guillemets multirôles. C'est-à-dire, c'est des avions qui sont capables d'effectuer des types de missions très différentes. Là, ils sont pour des missions RR d'interception. Si l'on décidait, et je suis plutôt partisan de ça, c'est pour ça que je veux être à la fois rassurant et engagé, si l'on décidait, comme je trouverais que ce soit une bonne idée, de mettre des avions de l'armée de l'air avec des armes nucléaires françaises chez nos alliés en Pologne, et je crois que vous en avez parlé pas plus tard qu'hier soir avec le président polonais qui a évoqué cette idée, ce serait une bonne idée, mais c'est autre chose, c'est pas de cela dont il s'agit aujourd'hui. Qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui s'est passé au fond? Quel est le stade supplémentaire qu'on a atteint? Guillaume Roquette. Le stade supplémentaire qu'on a atteint, c'est qu'il y a une projection militaire directe des avions français qui effectivement étaient déjà là, mais qui là se battent. Et ça, c'est nouveau. Alors, certes, ils ne se battent pas contre des avions, mais ils sont prêts à intervenir contre des drones ennemis. Donc, il y a un degré qui a été franchi dans l'implication de l'armée française. Et effectivement, le fait que ce soit fait par des Rafales, qui sont à la fois des chasseurs et des bombardiers, donc ils peuvent à la fois balancer des bombes atomiques et dézinguer un drone avec le canon qu'ils ont dans leur fuselage, eh bien, c'est un signe politique supplémentaire que les Européens, et en particulier la France, ne se désintéressent pas du conflit ukrainien. Avec nous, Xavier Titelman, c'est très précieux de vous avoir parce que vous êtes de ceux qui, depuis le début de cette crise, depuis des années, ont dit qu'il faut être beaucoup plus offensif chaque fois qu'il y a un aéronef russe qui entre dans le ciel de l'OTAN. On y est. Cette fois, la France fait exactement ce que vous dites. Entrons exactement dans l'opérationnel avec vous, c'est-à-dire dans la prochaine fois qu'un drone, un missile, voire un avion russe entre dans l'espace aérien de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe avec ces Rafales? Alors, ça, c'est une question de doctrine. Les Rafales, ils sont capables de détruire n'importe quel aéronef, de quelle que soit la catégorie, où qu'il soit dans l'espace aérien d'un pays de l'OTAN. Légitimement, sans aucune forme d'ambiguïté, ni aucune crise, puisque c'est légitime. De la même manière que les Russes abattraient n'importe quel aéronef qui violerait leur espace aérien. Donc ça, techniquement, on peut le faire. La question, c'est est-ce que les règles d'engagement, est-ce que notre doctrine d'emploi de l'arme aérienne, et est-ce que notre fermeté qui prétend qu'on ne va pas accepter 1 centimètre, etc., est-ce que c'est encore une fois juste des paroles ou est-ce que ça va se transcrire dans les faits par la destruction effective des aéronefs qui violeraient? Et vous parlez des aéronefs, les missiles, les drones, ok. Les Polonais, depuis le début de la guerre, ils ont eu 3 violations. 2 hélicoptères biélorusses, un avion de chasse biélorusse et un hélicoptère russe qui est rentré par le nord, par la mer Baltique. Donc en fait, ce n'est pas juste sur le front
ukrainien, c'est les Russes violent aussi les espaces aériens par la mer Baltique et quasiment tous les pays riverains. De quoi a-t-on peur? Là, on comprend la logique opérationnelle. Politiquement, Sarah Daniel, vous avez rejoint. Bonsoir Sarah Daniel. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, éditorialiste au Nouvel Obs. On entendait tout à l'heure Jean-Dominique Merchet qui avait le frein à main, qui disait « oulala, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va ?» Pourquoi a-t-on peur à ce point-là? Je vous taquine parce qu'on sent bien que c'est pas votre avis à vous seulement, c'est l'ensemble de l'Ouest qui se dit « mais jusqu'où est-ce qu'on va? Pourquoi ?» On a peur à ce point-là parce que, comme vous l'avez tous répété, ces avions sont potentiellement porteurs de charges nucléaires et donc on serait en effet dans une progression, dans une montée en escalade. Mais je pense qu'il faut le relier à l'accord qu'il y a eu entre la France et la Pologne en mai de réciprocité en cas d'agression. Voilà, c'est aussi un geste très politique. Et au moment où on appelle l'Europe à serrer les coudes et à renforcer son pouvoir, c'est plus politique parce qu'il y a beaucoup de manières de réagir pour ces avions. On peut raccompagner un avion jusqu'à la frontière, on peut l'attaquer, mais enfin, on n'en est pas encore là. Et ces coûts économiques que rappelait Madame Hurel sont très importants à souligner parce que, en effet, combien de temps on peut tenir à cette Est-ce qu'on se rapproche d'une forme de guerre directe? C'est-à-dire, quand on lit la Repubblica, c'est très intéressant, la Repubblica qui est un journal sérieux, grand journal italien, qui va très loin dans ce que vous dites, c'est-à-dire des avions Rafale survolent le ciel polonais, Paris offre un parapluie nucléaire. Eux, ils franchissent tout de suite le seuil. Il s'agit d'un signal très important. Ces Rafales appartiennent à la force de dissuasion nucléaire, démontrent la volonté de Paris de placer Varsovie sous son parapluie nucléaire. C'est ce que prévoient les clauses confidentielles du traité signé le 9 mai par les deux pays. Les détails du traité n'ont pas été divulgués, mais en cas d'agression, comme l'a déclaré le président Emmanuel Macron, ils offrent une protection par tous les moyens. Et est-ce qu'on n'avait pas vu ça? C'est-à-dire, le premier stade, on disait d'abord, oh, c'est un traité un peu général, on s'entraide, blablabla. Et là, la République a dit non, on est en train de s'engager plus avant dans un affrontement. Oui, je crois en effet qu'on s'engage de plus en plus fort. Tout comme les Russes continuent à frapper de plus en plus fort l'Ukraine, tout comme les Russes ne veulent absolument pas faire la paix. Et donc maintenant, il y a d'une part cette présence de Rafale en Pologne, mais il y a aussi la construction, par exemple, dans ce qu'on appelle le mur de drones. Et je remarque que partout maintenant, c'est le know-how ukrainien qui est utilisé. C'est-à-dire, il y a de plus en plus une alliance militaire entre plusieurs pays de l'OTAN européen et les Ukrainiens. Pour moi, c'est positif parce que on dit souvent que oui, si on va trop loin, ça va déclencher la guerre. Mais je rappelle que depuis le début de cette guerre, à chaque fois qu'un nouveau pas était franchi, on disait la même chose. Rien ne se produit. Rien ne se produit non plus quand la Turquie a abattu un avion russe qui a fait incursion momentanée pour une fraction de seconde sur son territoire. En fait, ce que la République a dit et les commentateurs, les propagandistes russes ne se privent pas de le dire de manière moins jargonneuse, j'allais dire, c'est qu'on se rapproche d'un affrontement direct entre deux puissances nucléaires souveraines et autonomes en matière d'armes nucléaires, la Russie et la France. Et ça, les propagandistes, ils insistent beaucoup là-dessus en disant « D'accord, vous envoyez des Rafales qui potentiellement peuvent être équipés de missiles qui sont porteurs de l'arme nucléaire. Comprenez les conséquences et comprenez que, et je cite ces propagandistes, nous n'en avons pas peur et si c'est votre choix, nous y allons et nous n'hésiterons pas. » Et donc, effectivement, c'est ça. Et ça vient derrière un Rubicon qu'il faut quand même pas, dont le franchissement ne doit pas être banalisé. C'est quand même la première fois depuis la création de l'OTAN en 1949 qu'on a des aéronefs sur les cieux otaniens qui sont en train de partir à la poursuite d'objets volants en provenance de puissances. On sent que c'est extrêmement sensible. Une partie de l'opinion dira bravo, comme vous le faites vous, en disant bravo, ça y est, la France est courageuse. Une autre dira attendez, on est en train de nous entraîner dans quelque chose où personne n'a voté, le Parlement ne s'est pas prononcé, et où petit à petit on nous entraîne vers l'affrontement direct.
C'est vrai, d'ailleurs, je me souviens qu'au moment de la signature de ce traité dont vous parlez, il y avait des gaullistes, canal historique comme Henri Guénaud sur ce plateau qui disaient mais c'est un dévoiement de la souveraineté nucléaire française qui doit ne défendre que les intérêts vitaux du pays et ne pas nous entraîner dans une guerre, parce que le danger, effectivement, si un Rafale envoie une bombe sur je ne sais pas moi, sur un état-major russe ou sur une grande usine d'armement, c'est qu'il y a une riposte. Et là, il y a une escalade. Je pense cependant que effectivement, il faut montrer les dents, pardon de cette formule un peu familière, et je crois que le niveau de riposte de l'OTAN, c'est le bon. Et d'ailleurs, on a dit souvent que les Européens n'étaient pas prêts pour une guerre de grande envergure, c'est vrai, sauf peut-être dans l'aviation, parce que là, pour le coup, il y a un degré à la fois de préparation, parce que les aviations militaires européennes ont l'habitude de manœuvrer ensemble avec l'OTAN, enfin tout ça est bien rodé. Je voulais faire une dernière remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé de la défense européenne. Alors, il y a des gens qui, comme ça, dans leur salon, rêvent d'espèces d'armées multinationales avec des états-majors qui ressemblent à l'auberge espagnole. Elle est là, la défense européenne. C'est-à-dire, c'est la collaboration entre des États souverains avec des outils militaires. Des nations. En circuit court. Elle est là, sauf que tout le monde donc, c'est pas la Commission européenne. Admet exactement au moment où ça se passe qu'on n'est pas prêt. L'Italie vient de le dire, l'Allemagne dit qu'il manque 100 000 hommes qui montent. Oui. Mais moi, question très simple. Est-ce qu'il y a une prise de risque ? Oui, bien sûr, il y a une prise de risque. Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que je pense qu'on en est exactement là où Poutine voulait nous emmener. C'est-à-dire que je pense que il a appréhendé, il a anticipé le fait que ça allait mettre l'Europe, et en tout cas la population européenne, dans un certain émoi, et que du coup, par conséquence, ça pouvait faire qu'on se dise il faut rassembler nos forces et pas forcément se disperser en Ukraine. Et c'est peut-être un calcul tout à fait très très serré de sa part, très géopolitique et assez fin. On va aller dans un instant sur la dimension nucléaire stricto sensu. Mais d'abord, si on s'arrête un instant à la technique d'abord avec vous, Xavier Titelman, quel est le missile ? Expliquez-nous le missile nucléaire, puisqu'il s'agit bien de ça. Ces avions, là, ce qu'on voit sous l'avion, pour l'instant, ce sont des armements classiques, conventionnels. C'est bien ça, Xavier ? C'est même pas un Rafale, c'est un F-16, dommage. Alors, mettons des images du Rafale, comme ça on aura l'air... Moi, j'aurais l'air moins bête. Vous n'avez jamais l'air bête, vous, mais c'est moi qui ai l'air bête. Si on met les images des Rafales, qu'est-ce qu'on voit sous les Rafales ? Non, ils ont des missiles air-air d'interception qui s'appellent les Mika pour certains, qui sont à moyenne distance. Et ils ont les météores qui vont beaucoup plus loin, jusqu'à 150 km de distance, mais qui coûtent des centaines de milliers d'euros, encore une fois. Ils n'ont pas le missile nucléaire qui s'appelle le ASMPA. Ce qu'on voit ici au milieu, ce sont en fait des bidons d'essence supplémentaires pour avoir une portée qui va être supérieure. Les 3 gros bidons qu'on voit au-dessous, c'est pas des missiles, c'est pas de l'explosif, c'est uniquement de l'essence en plus. Donc là, il y a un avion qui est configuré à 100% pour des missions de supériorité aérienne et de protection du ciel. Ils n'ont pas sous leurs ailes les bombes atomiques, parce que ça, c'est des choses qu'on fait sur notre territoire, c'est des grands exercices qui s'appellent POCR, et ça, on ne va pas les déployer. Donc si ces avions sont déployés, c'est ce qu'on voit à l'écran, si ces avions sont déployés, ils sont déployés sans leurs armes nucléaires, qui sont, elles, vraiment en France pour l'instant. Et ce qu'on voit à l'écran, donc c'est des missiles nucléaires ASMP-1 qui ont une portée qui est estimée à plus d'1 millier de kilomètres et qui ont à peu près 150 kilotonnes. Donc c'est à peu près une dizaine de fois Hiroshima sous chacun de ces missiles. Donc c'est évidemment une puissance de destruction qui est colossale et c'est un signalement stratégique. C'est-à-dire que c'est pas avec ça qu'on rase Moscou. Ça, c'est pour raser des villes secondaires, Belgorod, etc. Et si jamais ça s'arrête pas, là, on a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui vont être capables de raser n'importe quelle ville sur la Terre. Merci beaucoup, David. C'est extrêmement clair. On va entendre un personnage qui est au cœur de la dissuasion. Vous parlez de ce qu'on appelle la frappe d'ultime avertissement. C'est l'amiral Michaud qui était sur l'antenne de LCI et qui franchit, lui, un seuil. Lui qui est très prudent d'habitude et comme vous, Jean-Dominique Merchet, il a tendance plutôt à avoir le frein à main tiré. Et là, pour la première fois, il dit oui, les missions de la France dans cette région, si des soldats français devraient être attaqués, par exemple, ce serait une réplique de la France qui pourrait être une frappe d'ultime avertissement. Écoutez-le. Compte tenu du volume de notre arsenal, compte tenu du nombre de missiles dont on dispose, on est plutôt dans une logique où on ferait ce qu'on appelle l'ultime avertissement, c'est-à-dire on explique aux Russes, attention, là vous avez franchi, vous êtes dans le risque majeur, et donc on va faire comme le suggérait tout à l'heure un des orateurs du plateau, on va leur montrer combien ça coûte de s'en prendre à un pays européen
au besoin en utilisant une arme nucléaire. Voilà. Est-ce qu'on a, question sur ce plateau, est-ce qu'on a, sans le dire trop officiellement, mais est-ce qu'on a franchi un certain cap quand on a un amiral français qui dit le pas suivant, si des soldats français en Estonie, par exemple, étaient attaqués, ça pourrait être une frappe? Ça, c'est la doctrine. La doctrine, c'est que n'importe où un soldat français est engagé sur une opération, au bout de même un caporal-chef d'un régiment d'infanterie au fin fond de l'Estonie, en l'occurrence en ce moment, ou ailleurs, au bout de la chaîne, il y a des armes nucléaires. Voilà, c'est ça d'être une puissance nucléaire. C'est quand vous commencez à titiller la force armée de ce pays, quelque part, au bout de la chaîne, vous avez une arme nucléaire qui est là, en alerte permanente depuis plus de 60 ans, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Bon. C'est ça qui distingue les puissances nucléaires des puissances non nucléaires. Les puissances non nucléaires, elles ont besoin de faire appel à quelqu'un qui a une arme nucléaire, en l'occurrence, dans l'OTAN, aux Américains. Nous, on a cette cap. Dès qu'il y a donc un avion français quelque part, l'abattre, c'est prendre le risque, à un moment, d'engager une escalade qui pourrait aboutir à un engagement du feu nucléaire. Donc c'est ça qui change. Ce qui est important à comprendre, c'est que depuis plusieurs années, et surtout au cours des derniers mois, le président de la République française, Emmanuel Macron, a insisté, comme tous ses prédécesseurs, sans exception. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui se prétendent les gardiens d'un catéchisme gaulliste qui est réécrit. Tous les présidents de la République ont toujours dit, mais ils le disent de plus en plus fort et de plus en plus clairement, que les intérêts vitaux de la France, c'est-à-dire ce qui justifie la présence d'une arme nucléaire, ont une dimension européenne. Et là... Ça, on l'a dit, on comprend que là, c'est comme un stade de dire dimension européenne, on imagine en cas de grande attaque, mais si vous nous dites un caporal français tué en Estonie, on est déjà dans une logique où ça peut aller jusqu'à des dissuasion nucléaire. On est dans une logique où l'adversaire... C'est pour l'adversaire, c'est un signal qu'on envoie à l'adversaire. La manière dont j'ai reçu et entendu ce que dit l'amiral Vicheux est un petit peu différente. À mon sens, ce qu'il dit, c'est qu'il répond à une question qui est très importante et qu'on devrait toutes et tous se poser, c'est quel est le prix que Vladimir Poutine paye pour ses agressions et ses provocations, et notamment qui ont largement débordé, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus, du cadre strictement ukrainien, géographiquement parlant, à ce stade. Et je ne parle pas de guerre hybride, on parle d'une vingtaine de drones, la Pologne, la Roumanie, la Lituanie, on l'a un peu passé sous les radars, mais c'est arrivé. Xavier Titelman, à juste titre, parlait de ces intrusions. Et pour l'instant, au tableau coût-bénéfice, du côté des coûts, Vladimir Poutine, il s'en sort plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il vient se balader en costume treillis près de nos frontières, parce qu'il se sent plutôt à l'aise et revigoré par cette séquence. Certes, nous sommes loin de n'avoir rien fait, mais il n'y a pas un prix. Alors, l'idée de vitrifier une ville même secondaire est absurde, déraisonnable et, j'allais même dire, inhumain pour des intrusions de drones. En revanche, il faut qu'il y ait un prix. La question devient lequel et de quelle manière. Est-ce que c'est en décidant que pour chaque drone qui rentre sur le territoire européen ou otanien, c'est $1 milliard causé à la Russie sur son matériel militaire. Et puisqu'il n'y a eu aucun mort civil et militaire, on les prévient, donc dégâts matériels. Dernière suggestion, il pourrait y en avoir plein d'autres, les avoirs russes gelés. Bon, il y en a 300. Chaque fois que vous violez notre souveraineté, on va prélever 1 milliard qui iront directement à l'effort de défense ukrainien. Simple suggestion. Mais là-dessus, alors on ne parle pas des choses financières. Oui ou non, pour vous, est-ce que c'est de bonne politique de monter à ce point-là, disons, dans la menace, Guillaume ? Oui, je pense parce que cette menace, pour l'instant, elle est symbolique. Elle est virtuelle. Il n'y a pas de bombes nucléaires dans les avions Rafale qui se sont portés en appui à la Pologne pour protéger son espace aérien. Donc il y a simplement le rappel que nous possédons cette arme nucléaire. Et je pense qu'on est plus convaincant avec cette réponse-là
que ce qui dans les jours qui ont suivi l'incursion d'une vingtaine de drones en Pologne, c'était de mémoire dans la nuit de mardi à mercredi dernier, où là pour le coup honnêtement il y a pas grand monde n'avait bougé, hormis les aéronefs polonais qui étaient. Je crois qu'il y a eu un Suédois aussi, un avion suédois ou danois, je ne sais plus. Néerlandais, pardon, mais un avion néerlandais. Un AWACS italien aussi. Et là, mais le fait que ce soit une puissance nucléaire comme la France qui montre que les dents, c'est l'expression que eh bien, et les Britanniques alors la force nucléaire britannique, c'est pas la même chose parce qu'effectivement, ils sont moins indépendants. Mais là, je pense que on montre ce qu'on peut faire. Et il me semble que c'est moins inquiétant pour les opinions publiques, parce que vous posiez la question, que le déploiement de troupes au sol. À tort ou à raison, psychologiquement, il y a cette idée que quand on met des soldats au sol, ils se font tirer dessus et ça peut être dramatique. Alors que les avions, il y a des missions de reconnaissance, on a l'habitude de voir nos avions qui sortent du ciel français, et donc je pense que ça apparaît moins impliquant aux yeux des citoyens. Surtout que personne n'est dupe, on voit bien quand même que c'est une menace politique, encore une fois. Parce que là, personne ne s'attend, c'est ce que vous avez parlé de la dissuasion, mais de l'autre côté, c'est pareil. D'ailleurs, les Russes ne se sont pas privés de le dire. Si on commence à nous attaquer nucléairement, bientôt, il y aura plus, la France n'existera plus. Donc, c'est pas parce qu'il y a un drone quelques drones qui vont arriver sur le territoire qu'on va pulvériser une ville secondaire de Russie. Parce que ça entraînerait quelque chose. Il y a toujours une progression et la dissuasion fait que finalement, la portée nucléaire de ces avions, elle n'est pas effective. Alors qu'en effet, des troupes au sol, des combats moins nucléaires, mais plus stratégiques, serait, à mon avis, plus inquiétant. Le côté poker de tout ça. Vous êtes avec nous, s'il vous plaît, Général Nourlin. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis là, absolument. Bonsoir, Général Nourlin. Est-ce que pour vous, il y a une prise de risque dans tout ça? Quand on voit que vous êtes sur les questions nucléaires, vous avez beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on est un peu plus proche d'un risque, assumé d'ailleurs, assumé ou pas, de type nucléaire? Écoutez, dans l'immédiat, je ne pense pas, puisque là, les Rafales, vous savez que le Rafale français qui emporte l'arme nucléaire, il a un rôle, ce qu'on appelle dual, c'est-à-dire qu'il est capable d'emmener des armes conventionnelles et des armes nucléaires. Alors, bien sûr, il y a toujours la possibilité. D'ailleurs, c'est un des problèmes du nucléaire, c'est que maintenant, avec les nouvelles armes et les nouveaux systèmes, et notamment avec les missiles hypersoniques, on ne sait plus si le missile ou l'avion qui vient vous agresser est armé nucléairement ou conventionnellement. Voilà, donc c'est un des problèmes que pose maintenant, c'est la dissuasion nucléaire, le jeu, si je puis dire, de la dissuasion nucléaire actuellement, compte tenu de la situation géopolitique et géostratégique et compte tenu des développements technologiques. Voilà, donc pour l'instant, vous savez que on envoie régulièrement des avions de chasse pour maintenir l'alerte dans les pays d'Europe de l'Est, que donc là, il s'agit d'un renfort de 3 avions, qu'effectivement, ce sont des Rafales qui peuvent emporter une arme nucléaire, mais bon, il n'est pas du tout question pour l'instant, voyez, de jouer vraiment sur ses capacités nucléaires à l'heure actuelle. Maintenant, comme il a été dit d'ailleurs, je crois par le secrétaire d'État américain à la Défense, c'est que, à partir du moment où Vladimir Poutine, depuis le début de ce conflit, pratique de façon intensive le chantage nucléaire, bien sûr, voilà, il ne faut pas céder au chantage nucléaire. Je pense que ça fait peut-être aussi partie de la gesticulation actuelle. Ouais. Écoutez la déclaration ce soir de la télévision, parce qu'évidemment, tout ça est suivi de très près à Moscou. Pourquoi l'Amérique aurait-elle besoin de la paix? Rien de mieux n'aurait pu arriver dans leur vie. Un conflit au cœur de l'Europe. Pour eux, c'est carrément le kiff. On vend aux consommateurs européens des ressources énergétiques plus chères. Toute l'Europe est complètement dépendante des hydrocarbures américains. Et voilà, l'Europe n'existe plus.
Maintenant, les Américains ont enfin la possibilité de dévorer définitivement le dernier petit pain sucré. Cette Europe stupide qui perd tout. La principale victime de tout ce qui s'est passé, c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe prend un risque? On voit à quel point il y a deux stratégies. Les Américains ont une stratégie très différente des Européens. Qui a raison en l'occurrence? Qui prend le risque, là, maintenant, à tous égards, face à la Russie? C'est intéressant votre remarque, parce que Charline Hurel, tout à l'heure, a bien expliqué que si les avions français devaient effectivement entrer en action, ça se ferait sous commandement otanien. C'est une manière, j'allais dire, à peine codée, me semble-t-il, de parler de la présence américaine. Il y a des Américains quelque part dans cette interopérabilité, probablement au sol d'ailleurs. Dans les centres de commandement, et particulièrement en Pologne, où ils ont quand même une présence, j'allais dire, plutôt musclée. Mais à ce risque que nous prenons, j'en oppose un autre, celui de ne pas faire ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire de faire le dos rond, de faire comme s'il ne s'était rien passé, un peu comme le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui dit, écoutez, il y a une enquête, est-ce que c'est intentionnel ou pas ? On va voir. Toujours pas les résultats de cette enquête otanienne. Je pense qu'ils les ont entre les mains depuis un peu plus d'une semaine. Guillaume le rappelait tout à l'heure, ces drones. Les Polonais, je rappelle qu'ils sont quand même souverains dans leur pays, n'ont pas hésité. Ils ont parlé d'agression, de provocation. Mais même eux sont prudents. Rappelez-vous, hier, ils disent, par exemple, quand on leur dit, est-ce que vous allez poursuivre les aéronefs dans le ciel d'Ukraine, ils disent, oulala, attendez, on ne sait pas, il faut voir. Ça, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déclarer la Troisième Guerre mondiale parce que l'espace aérien a été violé. Mais en revanche, il s'agit surtout d'éviter de ne rien faire.